Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée au Maroc et on va voir s'ils sont capables de gagner la CAN 2024 ou non. Alors oui, il y a le Sénégal qui est le champion en titre et qui sera tout simplement une équipe très dangereuse pour cette compétition. Il y a aussi évidemment la Côte d'Ivoire qui accueille les participants et qui a une très bonne équipe sur le papier. Il y a le Cameroun qu'il ne faut jamais oublier. On peut parler d'autres sélections, mais selon moi, le Maroc est quand même l'équipe favorite. Parce que ce qu'ils ont accompli durant la Coupe du Monde 2022, ça a été historique. Ils ont marqué l'histoire du football africain et du football marocain en même temps. Et donc par rapport à ça, ça fait qu'il faut faire attention à eux. Il faut voir s'ils pourront gagner la CAN ou non. Et vous allez voir qu'il y a plein de choses sur lesquelles on pourra donc regarder aujourd'hui. Je parlais dans un premier temps de tout ce qui est négatif et on terminera avec tout ce qui est positif. Alors déjà pour commencer, au niveau des joueurs. Il y a 5 joueurs qui ont été très importants lors de la Coupe du Monde qui ne sont plus en top forme ou en tout cas des questions à se poser à ce niveau-là. Le premier, c'est Yassine Bounou qui est parti en Arabie Saoudite à Al Hilal. Et là, c'est une question du fait qu'il est parti dans un championnat exotique, tout comme Romain Saïs qui est parti au Qatar et Sofiane Bouffal aussi. Évidemment, quitter l'Europe ne veut pas dire ne plus du tout avoir de compétitivité, mais il y a tout de même une question à se poser sur la forme de ces joueurs-là. Ensuite, il y a deux joueurs qui ont une situation totalement différente. Déjà, pour commencer, Sofiane Amrabat qui est parti à Manchester United en prêt. Mais le problème, c'est qu'il a eu très peu de temps de jeu dans le premier temps. Et ensuite, il a été utilisé quelques fois en tant que latéral gauche, quelques fois en tant que défenseur central, alors que ça ne correspond pas du tout à son poste initial qui est de milieu récupérateur. Donc, ça fait que Ten Hag l'a pas vraiment mis en avant, pas vraiment fait confiance. Il a eu peu de temps de jeu, mal utilisé aussi, donc ça c'est problématique. Parce que selon moi, Amrabat a été le meilleur joueur marocain durant la Coupe du Monde. Son niveau a été tout simplement époustouflant, il a été exceptionnel, et là c'est quand même un coup dur pour lui et pour le Maroc. Ensuite, il y a Azzedine Ounahi, lui, c'est assez complexe, parce que déjà, il est arrivé du côté de l'Olympique de Marseille. Le problème, c'est qu'il y a eu un changement de coach en pleine saison, donc ça n'aide pas pour son intégration, surtout que le nouveau coach lui a donné un rôle tactique différent que le précédent. Donc là, ça complique énormément les choses. Et puis, il a eu à peu près moins de 50% de temps de jeu qu'il pouvait avoir avec l'Olympique de Marseille. Quelques blessures aussi qui ne l'ont pas aidé. Donc ça a été très compliqué pour lui. On sait que c'est un jeune joueur qui a besoin de temps de jeu. Là, ça a été vraiment beaucoup plus dur que prévu pour lui. Maintenant, on va passer au nouveau statut du Maroc. Et ça, pour moi, c'est très important de le prendre en compte parce que quand on regarde lors de la Coupe du Monde, en soi, si on prend du recul, à la base, le Maroc, s'ils arrivent à sortir de leur groupe, c'est déjà une réussite et ça peut déjà s'arrêter là. Parce qu'ils étaient dans un groupe où il y avait la Belgique et la Croatie. Deux sélections qui récemment en Coupe du Monde ont été très très performantes. Donc là, c'était déjà, on va dire, pas gagné d'avance pour sortir du groupe. Ils ont réussi à le faire, c'est déjà incroyable. Et ensuite, après, ils sont allés jusqu'en demi-finale, ce qui est tout simplement inimaginable à ce moment-là. Mais le Maroc avait un statut où, si jamais il n'y arrivait pas, si jamais il y avait un échec sportif, c'était pas forcément mal vu parce qu'ils n'ont pas du tout eu de chance sur tous les tirages. Tout simplement, ils sont tombés sur des grandes sélections en grande forme récemment. Maintenant, là, durant la CAN, c'est totalement différent parce que tu es vu comme le ou l'un des plus gros favoris de la compétition et puis tu vas être attendu au tournant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Maroc doit gagner la CAN. S'ils ne le font pas, ça va être vu comme un échec. Donc la pression est au maximum pour les joueurs et ça va être compliqué pour eux de reproduire un tel exploit, encore une fois, cette fois-ci, dans une compétition différente. Et ça, c'est très important. Et puis surtout, le statut définit aussi l'approche tactique. Et justement, par rapport à ça, quand on regarde le Maroc durant la Coupe du Monde, leur manière de jouer, c'était, on va dire, une équipe qui défendait très très bien en bloc bas et puis qui jouait en contre-attaque. Avec quelques séquences de possession évidemment, mais globalement l'idée était de couper les lignes de passe, d'avoir un jeu très défensif, mais en misant énormément sur la solidarité de groupe, puis ensuite faire des différences pour marquer des buts. Et ça, ils ont su très très bien le faire. Maintenant, le problème, c'est que comme je vous l'ai dit, le statut définit l'approche tactique. Donc aujourd'hui, quand tu es vu comme le favori, tu ne peux plus jouer de cette manière-là. Parce que chaque sélection qui va faire face au Maroc va les attendre au tournant, va faire deux fois plus attention que pour les autres sélections. Donc, ça veut dire qu'ils vont laisser le Maroc avoir le ballon et c'est eux qui vont devoir dominer l'adversaire. Ils vont devoir jouer différemment. Et donc, maintenant, on va voir comment ils pourront s'en sortir. Et on va maintenant passer au point positif. Vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup de raisons aussi de pouvoir y croire.
Déjà, au niveau des joueurs, j'ai parlé du fait est qu'il y en a quelques-uns qui ne sont pas en grande forme, mais il y en a quand même plusieurs qui ont rejoint la sélection entre-temps et qui, eux, montre quand même des très belles promesses. Déjà pour commencer, en défense, Shadi Riyad qui joue avec le Real Betis et qui est très performant. Il va arriver, alors il ne sera pas forcément titulaire, mais si jamais il y a une blessure comme lors de la Coupe du Monde avec Romain Saïs, il pourra lui jouer et apporter énormément. Ensuite, au niveau de l'attaque, là c'est quand même très très impressionnant parce qu'il y a Amin Adli du Bayer Leverkusen qui va pouvoir jouer, qui est pour moi un super joueur, qui peut jouer en tant qu'ailier gauche, numéro 10, faux numéro 9, il peut beaucoup apporter sur le front de l'attaque. Et puis Amin Harit qui a été blessé et qui a raté la Coupe du Monde et qui cette fois-ci pourra jouer. Ça c'est une grande nouvelle parce qu'on sait très bien qu'Amin Harit, quand il est dans un bon jour, c'est un joueur qui peut faire de très très grandes différences sur un terrain. Puis pour terminer, il y a tout de même Achraf Hakimi. Évidemment, il avait joué la Coupe du Monde, mais ce que j'aimerais dire, c'est qu'il avait fait une très belle Coupe du Monde. Ok, mais quand on regarde la saison avec le Paris Saint-Germain il y a un an, c'était pas non plus la folie. C'était pas l'une de ses meilleures saisons. Pourtant, cette saison, avec Luis Enrique, on voit qu'il est beaucoup mieux utilisé, qu'il est beaucoup plus décisif, qu'il marque des buts et qu'il est très très performant. Donc il va arriver en totale confiance et ça peut promettre encore de très belles choses. Surtout que rappelez-vous, lors de la dernière CAN, si je ne me trompe pas, il avait marqué 2 buts sur coup franc. C'est un joueur qui, lorsqu'il est en confiance, peut faire de très très belles choses. Et là, ça annonce du positif. Maintenant, par rapport à ces joueurs-là, c'est déjà positif parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés, qui vont apporter à ce groupe. Mais surtout, ce que j'aimerais dire, c'est que le Maroc, lors de la Coupe du Monde, selon moi, s'il leur manquait bien une chose, c'était le fait qu'il n'y avait pas assez de joueurs différentiels en attaque. Des joueurs qui pouvaient faire encore plus de différences individuelles. Et là, quand tu ajoutes Amin Harit, Amin Adli, Hakimi qui va arriver aussi en confiance, ah, vraiment, tu te dis que les points négatifs sont peut-être, on va dire, suppléés par du positif. Et puis surtout, quand je vous parlais de l'approche tactique où il va falloir être plus dominant, quand tu as des joueurs comme ça, avec ballon, qui font autant de différence, là, tu es quand même beaucoup plus serein aussi. Donc, c'est très très bien. Ensuite, quand je parlais du statut, du fait est que le statut a changé, la pression sera maximale. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que du côté du Maroc, il y a quand même une gestion à ce niveau-là qui est très très bonne. Déjà, lors de la Coupe du Monde, le mental affiché par cette équipe-là, par les joueurs et par le coach, ça a été exemplaire. Et on a vu vraiment que les joueurs étaient prêts à donner leur vie sur le terrain, même en étant blessés, ils voulaient jouer. Donc je me dis que oui, ils auront une énorme pression sur leurs épaules, mais que s'il y a bien une équipe, on va dire en Afrique, qui peut la supporter, c'est le Maroc. Ils l'ont montré, ils ont quand même de grandes capacités à ce niveau-là. Et donc par rapport à ça, je ne suis pas forcément très inquiet. Je pense qu'ils peuvent le gérer et qu'il y a vraiment un super coach à ce niveau-là. Parce que Walid Regragui, on peut parler pendant longtemps de lui, mais pour moi, l'une de ses plus grandes qualités, en tout cas de ce qu'il a montré avec le Maroc, c'est le fait qu'il y a une grosse préparation mentale et qu'il arrive à faire en sorte que les joueurs se donnent à 100% en créant une énorme cohésion de groupe. Et le fait est qu'on voit une équipe très 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 soudée. Donc ça, c'est quand même très important de le prendre en compte quand on parle de cet aspect-là de la pression. Maintenant, pour terminer, l'approche tactique. Encore une fois, je vous avais dit que le Maroc devra jouer différemment, mais selon moi, ce n'est pas non plus contre nature. Je m'explique. Lors de la Coupe du Monde, certes, le Maroc a joué en défendant la plupart du temps, en jouant en contre-attaque. Mais quand on regarde avant la Coupe du Monde, ou même après la Coupe du Monde, il y a beaucoup de matchs où le Maroc a le ballon, domine l'adversaire et propose du très très beau football. On voit qu'ils en sont capables. Et puis même, si on va aller plus loin, lors de la Coupe du Monde, on a vu quelques séquences où le Maroc avait le ballon, jouait avec possession et était très performant. Regardez par exemple face à la Belgique, en phase de groupe, ils ont été monstrueux avec ballon et ils ont beaucoup dominé la Belgique. Donc par rapport à ça, ils peuvent le faire. Et puis surtout, quand tu joues en Coupe du Monde face à l'Espagne, au Portugal notamment, c'est des équipes qui sont très performantes et puis ils ont des joueurs vraiment bien meilleurs individuellement qui ont fait plus de choses dans leur carrière. Donc c'est sûr que tu es obligé de t'adapter à cela. Alors qu'en Afrique, c'est pas forcément toujours le même niveau. Alors attention évidemment, quand tu joues face au Sénégal, face à la Côte d'Ivoire, ça va être très très difficile avec un autre contexte. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le Maroc aura plus de chances de dominer leur adversaire par rapport au fait que l'écart de niveau des joueurs sera quand même moins présent lors de la CAN. Maintenant, pour terminer, je vais vous donner mon pronostic et je ne vous cache pas que c'est quelque chose d'assez compliqué pour moi. Parce que quand on regarde, la balance est assez équilibrée. Il y a beaucoup de raisons de se dire qu'ils ne pourront pas le faire, mais beaucoup de raisons de se dire qu'ils pourront aussi le faire. Et par rapport à ça, personnellement, je penche sur le côté, on va dire, où j'y crois, où, selon moi, le Maroc va gagner la CAN 2024.
parce que déjà, d'un point de vue mentalité, c'est une équipe qui m'a impressionné. J'ai rarement vu une équipe aussi déterminée, comme je l'ai dit, avec des joueurs blessés qui ont tout de même joué, des joueurs qui étaient avec des crampes, qui n'en pouvaient plus, qui n'avaient plus d'énergie, mais qui donnaient tout jusqu'aux dernières minutes. Il y avait vraiment cette idée de se dépasser, d'aller au bout de ses limites et d'aller même encore un peu plus loin que ses limites. Et ça, c'est juste fou, c'est juste lunaire. Maintenant, en dehors de ça, quand on regarde, c'est vrai qu'au Maroc, il n'y a pas forcément une star en particulier qui ressort de l'effectif. Comme par exemple Sadio Mané, Mohamed Salah ou Riyad Mahrez. Mais le truc, c'est que déjà dans un premier temps, pour moi, c'est pas forcément négatif. Parce que quand il y a une star, ben, l'équipe, dans les moments compliqués, va souvent jouer sur le joueur en question et lui demander de faire des différences. Là, c'est pas le cas. Ça va plus se reposer sur le collectif. Et puis, en dehors de ça, ben, il y a une cohésion de groupe pour moi au Maroc qui n'existe nulle part ailleurs dans le football africain. Moi, en tout cas, je ne vois pas dans une autre équipe, une autre sélection africaine, autant de cohésion de groupe. Le fait est que ce soit un collectif aussi soudé qui travaille autant ensemble. Personnellement, il n'y a qu'au Maroc que je vois ça. Et donc, pour moi, c'est un gros, gros point positif. Il y a un collectif qui marche très, très bien ensemble. Et ça, c'est leur plus grande force, selon moi. Et ça va beaucoup les aider. Et ça va faire que, selon moi, ils vont gagner la CAN. Après, je peux me tromper, évidemment. On verra comment ça va se passer. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, vous. Et puis sinon, moi, je vous dis peace.